Entrer en thèse, ça se faisait naturellement dans un contexte un peu particulier. L'université de Louvain était en train de se séparer. Ma première année à l'université, 1967-68, c'était l'année du splitting, c'est-à-dire de la séparation de la section flamande et de la section francophone. On avait assisté à des manifestations impressionnantes qui étaient un espèce de jeu dans la cité universitaire où les Flamands essayaient d'empêcher les francophones d'assister aux cours et où les francophones devaient présenter leur carte d'identité pour pouvoir entrer dans les bâtiments de l'université. Donc c'était très, très particulier. Donc mai 68 n'a pas été tellement ressenti à Leuven, ou du moins a pris une tonalité très particulière qui était celle de la revendication nationaliste flamande. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est au département d'histoire l'importance de l'histoire économique et sociale à l'époque. On était clairement, avec le professeur Ruet, moderniste, le professeur Génicaud, médiéviste, dans la mouvance de l'école des Annales. Annales, dont le sous-titre premier était d'histoire économique et sociale. Bien, là, c'était clairement le courant dominant, même si le chanoine Aubert, professeur d'histoire contemporaine, se situait, lui, dans une orientation un peu différente, mais aussi très, très contemporaine. Ce n'était pas du tout de l'histoire classique, au contraire, c'était vraiment une histoire herméneutique absolument remarquable. Moi, je suis naturellement entré dans ce mouvement qui correspondait très bien à ce que je vivais d'une certaine façon, et la grande controverse qui occupait les esprits des historiens à cette époque, pour les temps modernes en tout cas, c'était l'opposition entre une société de classe, plutôt d'orientation, courant d'orientation marxiste, et une société d'ordre, avec notamment Roland Mounier à la Sorbonne. Et ça représentait aussi deux orientations de revue. On avait d'un côté les Annales, économie, société, civilisation, à l'école des hautes études en sciences sociales, et d'autre part la revue historique, qui était plus classique, plus traditionnelle, plus orientée histoire politique, histoire événementielle, sans du tout que je méprise cette orientation, mais disons que c'était plus classique. Donc moi je me suis clairement inscrit dans ce courant d'histoire économique et sociale, et ce qu'on nous faisait lire à l'époque, c'était évidemment les travaux de Marc Bloch, les travaux de Lucien Febvre, mais aussi de plus jeunes écrivains, par exemple la thèse d'Emmanuel Leroy-Ladurie, la thèse de Pierre Goubert sur le Beauvaisis. Donc c'était absolument passionnant. Et j'ai eu l'occasion plus tard à la fois de rencontrer et d'être soutenu par certains de ces grands historiens. Un peu plus tard, c'est-à-dire exactement l'année de soutenance de ma thèse, je suis tombé sur un livre qui m'a profondément déprimé. Et ce livre, c'était le livre de Fernand Braudel, Économie et capitalisme au XVe, XVIIIe siècle, 3 volumes absolument magnifiques. Et je me suis dit, bon, il faut que je change de métier parce qu'il a tout écrit. Évidemment, je me suis dit un peu plus tard qu'au fond, peut-être pas tout à fait, et qu'il y avait quand même encore un peu de place. Enfin bref,
de Leroy-Ladurie à Braudel, j'avais quand même présenté ce projet qui était vraiment un projet de grande thèse à la française. Il s'agissait d'étudier pour le pays de Herve tous les aspects économiques et sociaux centrés sur le XVIIIe siècle, y compris les aspects proprement culturels, parce que cette région est une région très riche dès le XVIIe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, mais également relativement conservatrice. Et dans le découpage des principautés du XVIIIe siècle, c'est le duché de Limbourg dont il est question, c'est-à-dire une partie des Pays-Bas espagnols puis autrichiens, enclavée, séparée des Pays-Bas par la principauté de Liège. Donc une région entourée aussi par trois relativement grandes villes, Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle. Donc c'était intéressant parce que c'était des marchés tout trouvés pour les fabrications locales, essentiellement le fromage et le beurre. Donc on a une petite économie rurale qui est totalement orientée vers le marché. Alors que de l'autre côté de la Vesdre, on a l'Ardenne qui, elle, vit pratiquement en autarcie, où le marché, l'argent qui circule, c'est finalement très peu de choses. Alors, pendant ces années de thèse, mon patron, Joseph Ruet, spécialiste des temps modernes, titulaire du séminaire d'histoire moderne, m'a naturellement demandé, comme l'y autorisait le statut du FNRS, d'encadrer son séminaire. Alors, ça m'a permis d'élargir un tout petit peu ma palette parce que j'avais jusque-là travaillé sur le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est-à-dire avec des écritures somme toute assez lisibles. Et lui, la première année, j'avais 21 ans, m'a demandé de l'encadrer le séminaire de ceux qui étaient une année après moi, donc nous avions pratiquement le même âge, mais en situant l'interrogation sur le XVIIe siècle. Alors, une des expériences les plus horrifiques de ma carrière, c'est de me trouver aux archives de l'État à Liège, d'ouvrir un de ces registres qui étaient des registres de recensement et de passer une après-midi entière sur une page sans réussir à déchiffrer un seul mot. Donc, petit à petit, l'œil se fait, on apprend, on a malgré tout des cours de paléographie, donc on apprend à identifier les lettres, puis à déchiffrer ces textes anciens. Et je me suis rendu compte ultérieurement que le XVIe, c'était encore pire, naturellement. Mais bon, ça a été un apprentissage très important, un contact majeur avec les archives et un contact aussi très important avec un élément sur lequel je me suis finalement concentré, à savoir le crédit en milieu rural au XVIIIe siècle. Alors, le titre de ma thèse rend très clairement ce qu'il en est, du moins pour les historiens, la rente constituée dans le ban de Herve au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en fait une forme de crédit hypothécaire débutant. Le ban de Herve, c'est une juridiction qui regroupait 4 villages, plus ou moins 15 000 habitants, et une région, de nouveau, relativement riche, où l'acquisition de la propriété, c'était quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, on trouve là pratiquement une seule ligne de mon projet original de thèse. Donc, j'ai vraiment dû réduire et me concentrer. Mais malgré cela, je ne suis pas arrivé à temps, au bout de mes 5 années de mandat du FNRS, pour présenter ma thèse. Et entre-temps, je dirais que la famille s'était agrandie.
au moment où j'ai quitté le FNRS en 1976, eh bien, nous avions déjà 3 enfants. Et bon, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Mon patron, qui était toujours bibliothécaire en chef, qui était extraordinairement impliqué dans le partage de la bibliothèque de l'université, me proposait un mandat d'assistant, mais c'était naturellement un mandat de 2 ans renouvelable 3 fois, donc de nouveau une situation très temporaire. Notre deuxième fils, qui avait 3 ans à ce moment, enfin qui allait avoir 3 ans à ce moment-là, devait être opéré du cœur, et je ne me suis pas senti capable d'assumer cette incertitude. Et c'est toujours mon patron qui a proposé mon nom pour devenir archiviste des cliniques universitaires. Les cliniques universitaires étaient en train de, comment dirais-je, parachever leur déménagement. Elles avaient dû envisager de quitter Leuven, qui de toute façon était devenu beaucoup trop étroit, pour aller s'installer à Bruxelles. Donc il y avait là la construction des cliniques universitaires Saint-Luc, un bâtiment à la pointe du progrès, fondamentalement moderne, vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et il fallait d'une part assurer le déménagement des archives, puis la gestion des archives. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard, parce que je voudrais insister sur un élément qui est très différent de la pratique actuelle. Il était à l'époque pratiquement impensable de publier alors qu'on n'avait pas sa thèse. Donc il fallait vraiment se concentrer sur sa thèse et non pas chercher à publier tous azimuts des articles à gauche et à droite, de préférence dans des revues prestigieuses. Néanmoins, mon patron avait souhaité que je participe. En fait, comme me le dira plus tard un des membres de la commission du FNRS, on sait bien que vous êtes l'auteur principal, même si mon nom figurait en dernier lieu. C'était un volume d'édition de lettres, des lettres de Turgot, ministre français, contrôleur des finances, à la duchesse de La Rochefoucauld d'Anville. Alors, comment ces lettres sont-elles arrivées à Louvain? C'est un peu mystérieux, mais enfin, elles étaient à Louvain. Et ces lettres avaient été utilisées par mon patron pour un exercice de première année pour les étudiants. Donc il s'agissait, chaque étudiant de cette première année en histoire recevait une dizaine de ces lettres, et il s'agissait de les éditer, c'est-à-dire d'abord de les transcrire, ensuite d'identifier les personnages, les lieux, les œuvres, enfin bref, tout ce qui était indispensable à la compréhension de ce texte. Donc il y avait là vraiment déjà une matière première, mais ça montre aussi l'orientation des études d'histoire à Louvain. Elles étaient très partiellement théoriques, mais elles étaient surtout très pratiques. Donc dès la première année, on était confronté au monde des archives, et je me souviens d'un des séminaires que j'ai animé pour les étudiants de deuxième année, cette fois-ci, et qui travaillaient sur des testaments du XVIIe et du XVIIIe siècle. Bon, c'était un challenge, un défi pour eux, mais un contact direct aussi avec cette matière première des archives. Ça donne, suivant le mode d'une collègue, le goût de l'archive. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, qui m'a
occupé pendant pratiquement toute ma carrière d'une manière ou d'une autre. En 1976, je suis donc entré aux cliniques universitaires comme archiviste, ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre ma thèse et de la soutenir en octobre 1979. En fait, c'est très anecdotique, mais je fais partie des 3 premiers docteurs de la faculté de philosophie et lettres à Louvain-la-Neuve. Donc j'ai encore le souvenir de mon patron, bibliothécaire en chef, qui débarrassait lui-même l'auditoire encombré de cartons de déménagement, nettoyait le tableau, enfin bref, préparait le tout. Pas d'appariteur, évidemment, pas de personnel pour faire ce petit travail. La faculté venait de déménager. Et donc, cette soutenance a été un moment particulièrement stressant, dans la mesure où c'est le jugement par un certain nombre de maîtres. Et dans ce jugement, dans ce jury, outre le promoteur, le professeur Ruet, figurait un externe avec qui j'ai gardé d'excellentes relations et qui m'a vraiment montré comment évaluer un travail. C'est le professeur Herman van der Wee. Donc Herman van der Wee est vraiment un tout grand pont de l'histoire économique, professeur à la KUL, fondateur du département d'histoire économique à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de la KUL. Et c'est quelqu'un qui a organisé le congrès d'histoire économique de 1990, c'est quelqu'un qui, du point de vue international, avait déjà à l'époque une reconnaissance tout à fait exceptionnelle. C'est quelqu'un qui a été ultérieurement anobli par le roi, c'est quelque chose qui se fait encore en Belgique, mais qui est une reconnaissance relativement rare. Donc c'est vraiment un personnage tout à fait remarquable. Et ce personnage a lu ma thèse en y trouvant bien plus que ce que j'y lisais moi-même, et en m'y montrant tout ce qu'il y avait dans cette thèse. Alors, c'était naturellement vraiment une leçon, non pas une attaque, même si chez nous, les soutenances sont baptisées des défenses. Donc, ce n'était pas du tout une attaque, au contraire, c'était un regard extrêmement bienveillant et en même temps extrêmement constructif. Il a réussi à mettre en évidence que, en étudiant pour cette population de 15 000 habitants les pratiques du crédit, c'est-à-dire à l'époque où l'informatique n'était pas encore aussi accessible que maintenant, le dépouillement d'à peu près une centaine de milliers d'actes de notaires, eh bien, on pouvait mettre en évidence un modèle de développement régional tout à fait exceptionnel. Il s'agissait là de voir le lien entre l'activité agricole d'élevage et l'activité proto-industrielle de fabrication du textile et de fabrication de la clouterie. Alors, une des villes à proximité dont je n'ai pas parlé, c'est Verviers, mais Verviers était à l'époque un des centres mondiaux du textile, et notamment le textile lainier, qui demandait une série d'opérations. Il fallait d'abord filer la laine, ce que les femmes du pays de Herve faisaient très bien. Puis il fallait tisser le drap, ce que les hommes, pendant la période de l'hiver où il y avait moins de travail pour entretenir les prairies, etc., faisaient eux aussi très bien. Et la conjonction de ces activités proto-industrielles et agricoles permettait
d'accroître les revenus des familles paysannes, leur permettait d'acquérir de la terre, ce qui était vraiment l'objectif de toute famille paysanne dans cette région, et de constituer des exploitations agricoles viables. Et donc, c'était vraiment un échange entre ville et campagne, un échange entre industrialisation, proto-industrialisation et agriculture, qui a donné lieu à une forme de fonctionnement tout à fait exceptionnelle pour les temps modernes. Une société où l'argent, le liquide, était présent de manière importante, et une société qui travaillait essentiellement pour le marché et non pas pour l'autoconsommation ou pour une forme d'autosubsistance. Les textiles, naturellement, voyageaient dans toute l'Europe, mais le fromage de Herve, c'est aussi un produit qui n'avait pas vocation locale, c'est un produit qui avait vocation internationale. On trouve des fromages de Herve et des commerçants de fromages de Herve jusqu'au fin fond des Allemagnes, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de là. Donc il y a vraiment là un modèle tout à fait particulier. Alors, ce modèle tout à fait particulier, il a pu être, comment dirais-je, diffusé par le biais de ma thèse de doctorat qui a été publiée dans la collection du Crédit communal de Belgique. Alors, le Crédit communal de Belgique était une institution financière fondée en 1865 par des libéraux d'ailleurs, mais une institution publique, et qui avait vocation de mécène. Il y avait un centre d'histoire du Crédit communal de Belgique qui, d'une part, rassemblait toutes les populations toutes les publications sur l'histoire des communes, mais qui, d'autre part, décernait tous les ans ou tous les 2 ans un prix du Crédit communal. Alors, en 1982, j'ai reçu ce prix du Crédit communal qui impliquait la publication dans la collection du Crédit communal avec une diffusion relativement large. J'ai reçu également le prix Léon Leclerc de l'Académie royale de Belgique. Et là, ça s'est fait aussi de manière tout à fait informelle. Le professeur Génicaud, qui était membre de l'Académie, m'a dit « Tiens, est-ce que je ne proposerai pas ça au comité du prix ?» Bon, de manière mais vraiment informelle, qui n'existe plus. Donc je n'ai jamais posé ma candidature ni à l'un ni à l'autre prix. On m'a dit, écoutez, envoyez votre texte là-bas, envoyez votre texte là-bas. Et ça en est sorti. Je ne suis pas sûr que l'évaluation en était moins stricte qu'à l'heure actuelle, mais clairement les procédures étaient beaucoup plus informelles. À partir de 1976, parallèlement à cette activité, j'étais archiviste des cliniques universitaires. Et là, c'est clairement sur un malentendu que je suis entré aux cliniques. On va y revenir.